Bienvenue dans Coup de projecteur, l'émission de cinéma gersoise qui vous scotche à l'écran. Pour ce premier numéro, le film de la semaine, c'est Les Misérables, le premier long métrage de Lajli. Lajli, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, à 39 ans, il a déjà 20 ans de cinéma derrière lui, même un peu plus. Il a acheté sa première caméra à 17 ans, et il a fait ses premières armes au sein du collectif Courtrajmé, avec des inconnus comme Mathieu Kassovitz et Romain Gavras par exemple. Mais pendant que ces acolytes passaient l'un après l'autre à la réalisation de longs métrages, lui a préféré s'ancrer dans son territoire, la ville de Montfermeil. Il y est resté pour faire des documentaires, mais aussi du cop-watching, c'est-à-dire de la surveillance pour essayer d'endiguer les violences policières. Et c'est d'ailleurs une de ces expériences de cop-watching qui lui a inspiré un court-métrage qu'il a réalisé en 2017, déjà intitulé Les Misérables. Et devant le succès de ce film, qui a vraiment fait le buzz et qui a remporté de nombreux prix en festival, il a décidé d'en faire un long-métrage pour le rendre accessible au plus grand nombre. Le film débute avec l'arrivée de Stéphane à la BAC de Montfermeil. Pour sa première journée de travail, il va faire équipe avec Guada et Chris, deux baqueux expérimentés, avec qui il va faire le tour du quartier et se confronter aux tensions en Seine-Saint-Denis. Bande annonce. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. C'est bon, c'est... Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Ce qui frappe d'emblée avec ce film, c'est le sentiment d'immersion. En faisant corps avec le personnage de Stéphane qui arrive de la campagne et qui découvre ce quartier, le spectateur découvre avec lui les tensions, les différentes communautés, la façon dont chacun se réserve une zone de la cité et parfois un marché et les différents compromis qu'il peut y avoir même avec la légalité pour faire durer la paix sociale tant bien que mal. Et évidemment, cette paix sociale, elle n'a qu'un temps et tout va finir par exploser à cause d'un délit, un larcin, qui va dégénérer et c'est l'engrenage que Lajli met en évidence, un engrenage dans lequel la cité et tous ses habitants se retrouvent pris, mais où tout le monde va être perdant. Les Misérables, c'est évidemment un film sur la banlieue, mais au-delà du décor en tant que tel, Lajli il s'intéresse avant tout aux habitants, à ses personnages. Et pour ça, il peut s'appuyer sur des acteurs qui sont tous exceptionnels, au premier rang desquels évidemment les trois qui jouent le rôle des flics de la BAC, parmi lesquels Damien Bonnard, qui est de quasiment tous les plans du film et auquel on ne peut s'empêcher de s'identifier quand on découvre les lieux. Mais il y a surtout tous ces non-professionnels qui jouent différentes figures du quartier, et surtout les enfants, dont on garde l'énergie en tête bien après avoir vu le film. Les Misérables, c'est aussi un formidable film d'action. Lajli nous immerge totalement dans ces affrontements entre la police et les jeunes de banlieue. Et arrivé aux 3/4 du film, on se dit que le contrat est déjà largement rempli. Un film de banlieue présentant toute une complexité qui ne verse jamais dans le manichéisme. Sauf que Lajli, après quelques minutes de pause, nous réserve une fin magistrale. Le film de banlieue se mue alors en tragédie antique et la puissance des images rejoint celle des mots de Victor Hugo. La conclusion du film nous laisse avec un goût de poudre, un goût de cendre dans la bouche et nous interpelle directement, nous en tant que spectateurs, mais nous faisant société aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse et qu'est-ce qu'on peut changer maintenant? Alors le film a été retenu pour représenter la France aux Oscars. On lui souhaite évidemment bonne chance, mais la bonne nouvelle, c'est déjà que Lajli a annoncé qu'il fera 2 autres films en banlieue, sans doute également à Montfermeil, pour faire une trilogie sur la banlieue, et on a vraiment très hâte de voir ça. Parmi les autres films à voir dans les prochaines semaines sur les écrans du Gers, Gloria Mundi, dernier opus très sombre de Robert Guédiguian et sa troupe.
L'Orphelinat, le deuxième film sensible de l'Afghane Shahrbanu Sadat. Sympathie pour le diable, une plongée en apnée dans le siège de Sarajevo. It Must Be Heaven, la fantaisie autobiographique d'Elia Suleiman. Seules les bêtes, le puzzle existentiel de Dominique Moll. Le Voyage du Prince, qui marque les retrouvailles de Jean-François Laguilloni avec les personnages du Château des Singes. Le réalisateur Xavier Picard nous présente le film, sur lequel il a collaboré avec le maître de l'animation française. Jean-François a quand même une carrière cinématographique très longue, mais au bout du compte, il y a très peu de films. Il y en a 6 de mémoire, il y en a à peu près 6. Et je crois que quand il m'avait raconté l'histoire, c'est assez anecdotique. Lors d'un festival, des enfants lui ont dit « Mais monsieur, ce serait bien de faire une suite, quoi. » Il dit « Non, puis je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées, vous, les enfants ?» Puis un enfant a émis l'idée de lui dire « Mais monsieur, ça pourrait être l'inverse. Là, c'était un petit singe qui arrivait dans le royaume d'un prince. Et si le prince, à son tour, voyageait et arrivait dans un univers qui lui était inconnu ?» Je reste convaincu qu'effectivement, l'écriture de ce film est très contemporaine. Aujourd'hui, dès le premier plan, on est plongé dans ce qu'on rencontre aujourd'hui à travers l'immigration. Et puis, avec la forêt qui envahit la cité, un peu l'inversion de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, où l'homme a tendance à détruire sa planète. Là, c'est la planète qui se réapproprie son monde à elle au détriment des singes, qui pourraient être des hommes. J'avais plus en tête un des premiers films des Frères Lumière qui était l'entrée du train dans la gare de la Ciotat, où là les gens avaient peur en voyant le train arriver, parce que c'est ce qui se passe en fait dans le film. Vraiment, les gens, premier degré, ils ont super peur. Le prince, lui, a déjà un décalage, mais par sa culture aussi. Je pense de Renaissance italienne, où déjà, lui, il a un regard sur l'art très aiguisé, et qu'il considère déjà ce nouveau média, entre guillemets, s'il y avait peu de médias à l'époque, mais comme quelque chose qui va permettre de créer et d'inventer des histoires. Comme le cinéma reste un art éminemment subjectif, Coup de projecteur, ce sera aussi chaque semaine l'occasion de débattre d'un film ou d'un sujet d'actualité lié au cinéma. Et cette semaine, Coup de projecteur et débat donc sur un film qui vient de dépasser la barre des 5 millions d'entrées en France, Joker. Mais comme mon compère m'a fait faux bond pour ce premier débat, j'ai décidé de débattre de ce film avec moi-même. Round 1, fight! On n'attendait pas Todd Phillips à un tel niveau de réalisation. Le film bénéficie d'une photographie magnifique, avec un New York, enfin un Gotham plutôt, des bas-fonds, poussiéreux, dépressif, une photographie donc magnifique avec une lumière blafarde qui est aux antipodes de l'Amérique réganienne et de l'American Way of Life qu'on a l'habitude de nous vendre dans les gros films américains. À ce niveau-là, c'est vraiment très réussi. La caméra de Todd Phillips suit Joaquin Phoenix, son personnage, le Joker, pendant tout le film, colle à sa peau, colle à son corps, et ça donne lieu à des scènes vraiment enthousiasmantes, à la fois sur le plan graphique et au niveau du jeu d'acteur. C'est vrai que Todd Phillips sait y faire. Indéniablement, sa réalisation est très soignée, la photographie est magnifique, mais encore une fois, ça paraît très appliqué. On a l'impression qu'il a pris le cahier des charges du cinéma d'auteur indépendant américain et qu'il a coché toutes les cases. Mais il manque, à mon sens, une vraie originalité et une vraie force dans sa mise en scène qui est encore trop souvent soulignée par la musique. Round 2, fight! Le film porte le nom de son personnage principal et ce n'est pas un hasard. Joaquin Phoenix est le Joker, il est de tous les plans, il s'est glissé dans ce personnage avec une jubilation qu'on devine. Il explique pourtant qu'il a eu du mal à s'extraire de ce personnage à la fin du tournage et on peut le comprendre. Il épouse à la fois sa perversion, sa folie, mais aussi son corps torturé et il vampirise quasiment tout le film avec cette performance qui nous prouve une nouvelle fois, s'il était besoin, que Joaquin Phoenix est un des acteurs majeurs de cette époque. Joaquin Phoenix est évidemment impressionnant et on ne doute pas qu'il soit dans la course à l'Oscar. On a l'impression d'ailleurs que le rôle a été taillé sur mesure pour ça. Mais
Le problème, c'est que Joaquin Phoenix, son rôle souffre du manque d'écriture du personnage. Dès le début, on est trop dans la folie, le glissement ne se fait pas assez progressivement. Il aurait fallu partir d'un personnage beaucoup plus normal et le faire glisser progressivement vers la folie, l'absurdité et l'acceptation de cette absurdité de la vie. Là, on sent dès le départ qu'il a décroché, dès cette première scène où il se fait attaquer, on sent bien que le personnage est borderline. Et évidemment, Joaquin Phoenix le fait très bien, mais on est loin d'explorer toute la palette de son jeu, comme il a pu le montrer dans d'autres films. Final round, fight! Pour une fois qu'un film de super-héros, ou plutôt de super-vilain en l'occurrence, creuse la question de l'émergence du mal, on ne va pas bouder son plaisir. Avec cette trajectoire déviante, Todd Phillips réalise un film qui nous fait comprendre qu'une société peut broyer un individu et que l'individualisme, forcené aux États-Unis évidemment, peut mener au chaos, au nihilisme et à l'abandon de toute valeur morale. C'est à mon sens le gros problème du film. On a l'impression que le réalisateur ne s'est pas posé la question de son point de vue personnel sur le personnage avant de démarrer le film. Il colle tellement au personnage continuellement pendant tout le film, c'est vrai que Joaquin Phoenix est de tous les plans, et ça peut se justifier, on le comprend aisément, mais il manque tellement de recul qu'on perd son point de vue à lui, et ça pose un vrai problème à partir du moment où le film bascule dans la démence, dans la folie et dans la violence. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème dans la réception du film, avec les critiques que font beaucoup sur la justification supposée que le réalisateur ferait de la violence. J'irai pas jusque-là, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le film est très ambigu. You win!